Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de la dernière étape du Tour d'Italie. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé, on fera les coureurs au top, les bonnets d'âne de cette journée, on regardera les différents classements. Pour conclure cette vidéo, je rappelle qu'il y aura d'autres vidéos pour débriefer ce Giro, notamment un débrief de la situation de Juan Ayuso du côté de la UAE, qui est peut-être le grand perdant de cette édition 2025 du Tour d'Italie. On aura également une vidéo sur un bilan un peu plus global de la course et puis les notes des différentes équipes, le conseil de classe, voilà pour ce Tour d'Italie 2025. Donc normalement ça devrait nous envoyer jusqu'à mercredi. Mercredi, début normalement également du Tour de Slovénie. Donc voilà, pas mal de vidéos, que ça soit ce mardi et ce mercredi, pour clôturer ce Tour d'Italie 2025. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je sais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Et plus vous cliquez vite sur les notifications sur les miniatures, plus les vidéos sont mises en avant par YouTube. On commence tout de suite avec cette étape du Tour d'Italie. C'était une dernière étape du Tour d'Italie, une dernière étape qui était quand même intéressante, car on célébrait Simon Yates qui avait renversé le classement général la veille, et c'est vrai que ça a été une surprise, oui, par rapport à l'étape de samedi, mais c'est assez rare quand même les vainqueurs qui prennent le maillot le dernier jour. Alors c'était arrivé avec Tao Gegenhardt par exemple sur le Giro 2020, c'était arrivé avec Cadel Evans également sur le Tour de France qui avait pris le maillot leader le dernier jour, Tom Dumoulin, mais je crois que Tom Dumoulin l'avait porté pendant le Tour d'Italie 2017. Il l'avait ensuite abandonné et récupéré sur le dernier contre-la-montre. Mais c'est sûr que c'est plutôt rare. Et c'est vrai que Simon Yates, je pense, avait quand même envie de célébrer, même si du côté de la Visma, on était forcément touché par la mort de la mort rapide de la femme de Robert Resink, le coureur néerlandais qui a quitté... qui a pris sa retraite à la fin de la saison dernière, mais qui était un pur produit de la Rabobank, Visma, Jumbo, cette équipe qui a eu de multiples noms, et qui a été l'un des leaders de l'équipe avant de devenir l'un des équipiers importants de cette formation. Et il y avait voilà, ce mélange entre joie et tristesse du côté de la Visma Leaseback. C'était pas la seule équipe qui voulait célébrer. Mats Pedersen également avec son maillot cyclamen, Astana avec Fortunato et son maillot de meilleur grimpeur. Il y avait un peu moins de célébration du côté du AE avec le maillot blanc certes de Isaac Del Toro, mais cette déception d'avoir raté quand même la victoire pour une erreur stratégique quand même importante. Ensuite, bon, comme d'habitude, on a fait un aller-retour vers la plage à Ostia pour remonter ensuite vers le Colisée. La seule différence, c'est qu'il y a eu un passage devant le pape, ce qui était prévu, ce qui avait été travaillé avec le pape François, mais qui s'est fait avec le nouveau pape, et donc qui a célébré notamment les vainqueurs des différents classements. Un peu d'animation avec Dries de Bondt pour le classement du maillot intermédiaire, mais ça s'est surtout joué sur la fin avec une belle échappée. Notamment dans cette échappée on avait Verret, on avait qui d'autre dans l'échappée, dans le final il y avait surtout Verret dans cette échappée. Il y avait Cerny aussi, c'était Marcelluzzi qui était dedans également avec Enzo Palini, et cette échappée qui va prendre 30 secondes d'avance, mais qui n'arrivera pas à résister au retour du peloton à un tour de l'arrivée, de cette arrivée du côté de Rome qui était légèrement différente, une arrivée en bosse désormais. On a décalé l'endroit du circuit
où se déroulait l'arrivée avec un final moins technique. Et sur la fin, eh bien, la Visma, qui avait travaillé beaucoup en début de journée, eh bien, a fini. Elle va faire le travail devant Van Aert. Et en gros, Olaf Koy n'aura qu'à finir le travail pour battre Caden-Groves et Moschetti, revenu fort sur la fin de son sprint, mais qui ne pourra rien pour battre le Néerlandais. Note de l'étape. Moi j'ai mis un 8 sur 20. Bon, on attend toujours dans ce genre de journée possiblement un coup du kilomètre sur la fin. Pour moi, c'est des journées, malgré le fait que je mette une note qui n'est pas exceptionnelle, un 8 sur 20, mais pour moi, c'est des journées qui sont importantes sur les grands tours. Un grand tour, c'est pas n'importe quelle course. Finir un grand tour, c'est déjà une aventure en soi, c'est déjà une performance en soi. Et pour moi, c'est bien qu'on puisse célébrer sur ce type d'étape les différents leaders. Moi, je suis pas fan, hein, je vous l'avais dit déjà l'an dernier, mais des contre-la-montre sur les dernières étapes. Moi, je préfère une étape en ligne, une étape un peu célébration des différents leaders, parce que voilà, où on peut se remémorer la course, on peut se remémorer ce qui s'est passé, discuter entre coureurs également. Ça, c'est toujours très intéressant. Et puis ensuite, une fois qu'on rentre sur le circuit final, ça s'anime de nouveau. Ça ne me pose pas de problème. Que les circuits puissent être un petit peu plus durs. Même si j'aurais préféré qu'on ait une boucle en plus autour des Champs-Élysées pour le prochain Tour de France. Après le dernier passage de la rue Le Pic, on est encore un tour des Champs-Élysées. Bon, ça a été décidé autrement pour permettre au peloton de se réorganiser derrière. Mais pour moi, on a besoin de cette journée. Pour les sprinteurs, pour les coureurs, parce que on ne peut pas avoir tous les jours des étapes de montagne. Et de temps en temps, il faut des étapes un peu différentes. Et voilà, j'aime bien moi ces journées de célébration. Alors, même si je trouve que sur le Giro, c'est un peu long en kilométrage. C'est vrai qu'on a quand même 140 km. On est plutôt aux alentours d'une centaine de kilomètres, entre 100 et 110 km sur le Tour d'Espagne, sur le Tour de France. Voilà, c'est un peu dommage que ça soit un petit peu plus long. Surtout que je trouve que l'aller-retour à Ostia n'apporte rien. C'est même pas très joli. La route est droite et on a des plantes sur le bord de la route, mais je suis pas sûr que ça soit le coin le plus joli de Rome. Je me dis qu'on pourrait peut-être raccourcir ou partir directement d'Ostia pour aller à Rome et faire une étape beaucoup plus courte. Pas être obligé d'avoir une étape aussi longue pour clôturer la course. Voilà, donc 8 sur 20. 8 sur 20 parce que il y a eu la tristesse du côté de la Visma Lease the Bike, et puis je trouve que il y a une trentaine de kilomètres en trop, ce qui fait que la journée peut paraître un petit peu longue pendant 1h30, 2h. Voilà, sur cette étape-là du Tour d'Italie. Allez, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Les coureurs au top du côté de cette étape, pour moi, Olaf Koy. Olaf Koy, là un gros travail de la Visma. C'est vrai que sur les sprints, Kov pourra dire merci à Fini et Van Aert. On a eu aussi Kruijswijk qui a roulé tout le début de journée et qui a fait quand même un petit tempo. Parce que l'étape se finit en 3h12, même si encore une fois la première partie de journée a été lente. Ça veut dire qu'on a fini quand même plutôt fort, notamment sur le retour de Ostia à Rome, où ça a été un peu plus rapide déjà. Et là, c'est Kruijswijk qui fait le job. Et ce qui est fort, c'est que je me disais, comme André Cordon-Rago, premièrement, ils vont peut-être manquer du monde. Deuxièmement, on l'avait vu parfois autour de Vingegaard, que les sprinteurs, on voulait faire une sorte de photo à l'arrivée, et ce qui fait que les sprinteurs ne pouvaient pas forcément faire jouer leur course, parce qu'on voulait rester autour du leader de la course, du grand vainqueur. Je me disais qu'ils allaient faire la même chose, surtout quand il avait déjà gagné. Donc il n'avait pas forcément la nécessité pour lui d'aller rechercher un sprint.
Et non, ils ont laissé la Visma faire le job. Pourtant, on avait fait des maillots spéciaux. Donc je m'étais dit, quand j'ai vu les maillots spéciaux, je me suis dit, allez, ils vont faire la photo à l'arrivée. Et ils vont, en plus, ils pouvaient le faire parce que Yates avait plus de quasiment 4 minutes d'avance. Donc ils pouvaient perdre 1 minute facilement en faisant une photo à l'arrivée, en se laissant décrocher. Et je me disais, bon, qu'on allait peut-être pas prendre le risque. Sauf que non, on avait voulu conclure sur une très bonne note cette fin de Tour d'Italie et montrer à tout le monde aussi qu'on avait su très bien gérer l'état de forme sur les 3 semaines de course du côté de la Visma Lease Bike, surtout quand on voit Van Aert qui avait démarré piano-piano, voire de manière très moyenne, et qui a fini quand même sur les chapeaux de roue. Quand on voit Yates également qui est monté en puissance au fur et à mesure de la course, et qui a vraiment fini samedi en étant en grande condition physique. Et ça veut dire, je pense qu'on voulait taper du poing sur la table pour le prochain Tour de France en disant « Ok les mecs, Pogacar va peut-être être performant sur le début de course, il sera peut-être devant nous, mais tant qu'on ne sera pas à 10 minutes, en gros, il ne faudra pas nous oublier parce que Vingegaard, il est capable de finir très fort. Ce qu'on a fait sur le Tour d'Italie, on est capable de le reproduire sur le Tour de France. » Sur ce sprint-là, bon, Affini fait encore un travail démentiel. Van Aert, même Van Aert, au final, je dirais 80% de son boulot est fait par Affini. Van Aert lance bien Coy, mais en gros, Affini a fait un tel travail pour étirer le peloton, pour leur permettre d'être à l'avant, que eux, ils n'ont plus grand-chose à faire. En plus, bon, chez Lidl Trek, on était un peu sur les rotules. Les 2 de formation, on était un petit peu fatigués, ce qui fait que la Visma a eu assez peu d'opposition, il faut bien le dire, sur ce sprint. Alpecin était encore mal calibré et à la fin, ça fait une belle victoire pour Olaf Koy, nouvelle victoire pour Olaf Koy et une Visma qui pour moi réussit ce Tour d'Italie et ça parachève ce bon résultat, cette belle performance de la part de l'équipe néerlandaise et peut-être que ça va leur permettre de se relancer après une période qui avait été compliquée entre la saison 2024 qui n'a pas été si exceptionnelle que ça et le début d'année 2025 qui a été très compliqué avec pas mal de coureurs malades ou blessés. Là ça va faire du bien à cette formation. Deuxième coureur top, Moschetti. Oui, Moschetti qui permet à la Q36.5 de finir sur une note moins morose que ce Tour d'Italie, parce que c'est quand même une équipe qui est passée à côté. J'ai lu une statistique, ils étaient 20e, je crois, au niveau du nombre de kilomètres d'échappée, ce qui est quand même très rare pour une équipe invitée. Et c'est vrai que ça a été dur. Pidcock est passé à côté complètement. Au niveau du classement général, il n'a jamais véritablement été dans le coup, et cette équipe a été extrêmement discrète. Moschetti s'en sort sur ce sprint. Bien emmené par Lippins, c'est vrai que depuis le début de saison, ils ont un peu du mal à se trouver avec Emil Lippins. Sur ce Tour d'Italie, ça n'avait pas marché. Un meilleur résultat avant cette 3e place, c'était une 9e place à Lecce, 10e à Viadana. Mais il faut rappeler que c'était quand même un Tour d'Italie avec une densité sur les sprints qui n'était pas si impressionnante que ça. Et beaucoup de mal à se trouver avec Lippins. Or, le champion de Lettonie a été recruté pour aider Moschetti. C'est quand même des coureurs qui sont passés par la Lidl. Alors, peut-être pas la même période avec Emil Lippins. Je vais vérifier ça du côté de la Q36, parce que là, je ne saurais pas vous dire. Emil Lippins. Trek à partir de 2020 jusqu'à 2022. Donc, ils sont passés ensemble du côté de la Trek. Donc ils ont à peu près le même âge en plus. Il y a 4 ans d'écart quand même pour Emil Lippins, c'est 4 ans plus vieux. Mais c'est vrai qu'on avait eu du mal beaucoup à se trouver, ce qui était dommageable parce que Moschetti avait fait plutôt des bonnes choses sur la première partie de saison. Alors pas forcément sur des très grosses épreuves, mais il avait quand même remporté le Grand Prix Criquet-Lyon, une étape sur le Halou-la-Tour où il y a souvent quand même un petit peu de monde, 3e Michel Desprages. Donc il y avait des bons résultats, mais sur ce Tour d'Italie, ça n'avait vraiment pas marché, avec en plus un carton jaune pris à Napoli aussi du côté de Moschetti sur le sprint. Donc là ça doit faire du bien à ce coureur de finir sur une note un peu meilleure. Et puis
Ça doit faire un petit peu du bien également à la Q36.5 parce que la formation a eu quand même beaucoup de mal sur ces 3 semaines de course à exister. Et là, on finit sur une un peu meilleure note que si on avait eu du mal à obtenir des résultats pendant toute la semaine. Donc c'est un petit peu mieux, voilà, du côté de cette formation et du côté de Moschetti. Puis je termine avec Lamperti. Jamais simple de devenir, on va dire, sprinter numéro 1 quand tu as eu un travail de poisson pilote. Parce que Lamperti, ça a été son job pendant les 2 premières semaines. L'idée était d'aider Paul Magnier. Ça a marché sur un sprint avec Paul Magnier. Sur le reste, ça a été beaucoup plus compliqué pour le coureur américain. Mais un coureur américain qui a beaucoup à gagner en cette année 2025. Déjà parce qu'il n'a pas de contrat pour le moment. C'est un coureur qui avait été recruté en tant que sprinter numéro 1. On avait pris Magnier plutôt pour les sprints en boss. Luc Lamperti était plutôt prévu pour faire des sprints, sauf que très vite, Luc Lamperti a eu un petit peu du mal, alors que Paul Magnier a été très vite performant, et ce qui fait qu'on a inversé les postes entre les deux. Et le coureur américain qui jusqu'à maintenant n'avait pas véritablement montré ce qu'il savait faire. Alors ça reste qu'une 5e place, on va dire c'est modeste, mais avec une équipe qui n'a pas véritablement été à son service aujourd'hui, il a dû se débrouiller seul, parce que Cerny a été dans l'échappée. Cataneo, on l'a très peu vu au final sur cette étape. C'est vrai que je me disais, tiens, Cataneo pour le coup du kilomètre, ça pouvait être parmi les coureurs intéressants. Je me disais peut-être que si certaines formations ont un peu du mal à emmener, ça peut fonctionner. C'est peut-être ce qui s'est dit, mais au final, dans les 3 derniers kilomètres, notamment la Visma a été plus rapide. Et donc on s'est contenté de Luc Lamperti, mais avec peu d'équipiers, il a dû faire sa place, Lamperti, dans le peloton. Et ça s'est plutôt bien passé pour l'Américain qui a pu prendre une 5e place intéressante. Donc belle 5e place de Luc Lamperti du côté du classement de cette journée. On regarde tout de suite les bonnets d'âne. Les bonnets d'âne du jour, et on commence avec Sam Bennett. J'ai envie de dire, après, sur une dernière étape de grand tour comme ça, parfois on peut se sauver. Ça avait été le cas de Jordi Meus il y a quelques temps, qui avait gagné sa dernière étape et parfois, regardez Lamperti par exemple, ou un Moschetti, sur un dernier sprint, ils arrivent à trouver la solution parce que les coureurs sont un peu plus fatigués, donc les portes s'ouvrent un peu plus facilement. Et c'est vrai que quand on n'est pas forcément le meilleur pour frotter, ça peut être un peu plus facile. Par contre, quand on n'a pas les jambes, il n'y a pas de miracle derrière. Sam Bennett, ça a été une panne de jambes pendant ces 3 semaines de course. Je ne m'attendais pas forcément à ce qu'il gagne une étape, mais je m'attendais quand même à ce qu'il y ait des top 5. Vu la densité au départ, parce que derrière Coy, Groves, Pedersen, il y avait de la place derrière ces coureurs-là. Et on a vu, Fretin, Magnier ont réussi à le faire sur un sprint, Moschetti le fait sur un autre sprint, mais il y avait, Aolar l'avait fait aussi, Corbin Strong l'a réussi. Par contre, Bennett n'a jamais été en capacité même de rentrer dans le top 10. Ça a été un échec. Là, aujourd'hui, certes, on voit les maillots Décathlon à G2R, mais ça travaille très mal. Notamment sur un des coureurs qui a mis tout le monde dans le rouge. C'est-à-dire que Godon fait un très bon travail. Godon fait le job. Ensuite, vous avez Gumerstad, qui doit être le dernier relayeur de Sam Bennett. Sauf que le coureur qui est devant Gumerstad, il met tout le monde dans le rouge. Donc Gumerstad, il a quasiment pas passé de relais. Parce qu'il est complètement dans le rouge. Le travail de ce coureur-là, moi j'aurais dit De Wolf, n'a servi à pas grand-chose, parce que quand tu regardes, en plus, Bennett est un petit peu dans le vent à ce moment-là, et surtout, il a mis dans le rouge Bennett. Donc après, Bennett, il est dans le rouge. Autant déjà qu'il n'avait pas des super bonnes jambes, ça fait pas de miracle. De toute manière, à ce moment-là, il est trop loin. Il est trop loin, mais parce que le travail collectif de la Décathlon n'a pas été efficace. Et je me dis, on aura beau mettre Olaf Koy, pourquoi pas, dans l'équipe l'an prochain, il faudra améliorer le travail de préparation des sprints.
Parce que Sam Bennett, trop souvent, s'est retrouvé un peu seul. Alors on a vu, il y a eu du beau Pierre Gauthera. Sauf que là, il n'y avait pas Pierre Gauthera. Alors Gumerstadt, ça avait marché en début de saison. Sauf que Gumerstadt, ça reste un coureur jeune. Donc sur un premier grand tour, oui, comme d'autres, il a un peu souffert du fait que les sprints sur les grands tours sont très musclés. Et c'est pas forcément facile quand vous n'avez pas l'habitude. Et puis de toute manière, il aurait fallu que le travail soit fait différemment, que le travail soit plus concluant. Et là, on revient un petit peu au problème, et un gros problème du côté de cette course et de cette journée. Donc dommage du côté de Sam Bennett, mais qui n'a jamais été dans le coup. Un meilleur résultat, ça doit être une 11e place. J'aurais dit 11e, je crois qu'il n'est jamais rentré. Ah non, il avait fini 6 à Lecce. Mais ça a été son seul top 10 au final de ce Tour d'Italie, et 2 autres top 15 seulement. Donc ça montre que... Non, 3 autres top 15, il y en a eu un également à Naples. Mais ça montre que le travail n'a pas été fait correctement. Je pense pas forcément des grandes jambes. Et puis pas super bien emmené du côté de Sam Bennett. Donc quand vous mettez les deux ensemble, il n'y a pas de miracle possible. C'est dommage, voilà, pour le coureur irlandais, qui, je rappelle, est en fin de contrat, Sam Bennett, du côté de la Decathlon AG2R, et on sait qu'on lorgne quand même beaucoup du côté de l'AFCOI. Donc autant vous dire que ce n'est pas forcément l'idéal pour l'Irlandais, surtout qu'il a 34. On commence à être sur un âge où, parfois pour renouveler les contrats, même quand on a été une star des pelotons, ça peut être un petit peu compliqué. Garben Tyson, alors il aurait fallu qu'il soit aidé par des coureurs d'Intermarché. Lui, il a été seul. Quasiment pendant les 3 semaines de course. Il s'est retrouvé à lancer ses sprints tout seul. Il a besoin d'un train, Garben Tyson. Donc au bout d'un moment, si tu lui mets pas de train, il peut pas faire grand-chose. Il a vraiment manqué un train autour du coureur belge. De toute manière, cette équipe Intermarché est quand même passée à côté de ce Tour d'Italie. Ça a été une course compliquée pour la formation belge, qui n'a pas forcément réussi à trouver la solution. Et puis après, oui, c'est dommage pour Garben Tyson, mais autant on a vu un peu Mentis en 3e semaine, autant Garben Tyson sur ces 3 semaines de course a été inexistant. Pas un top 10 pour un sprinter, encore une fois avec une densité de coureurs au départ de ce Tour d'Italie qui n'était pas exceptionnelle. C'est une déception. Ne pas prendre un top 10, on voit quand même beaucoup de coureurs ont réussi à rentrer dans les top 10 au moins une fois. Garben Tyson n'a pas réussi, mais tout simplement parce que tout seul, on a quasiment... De toute manière, sur ces 3 semaines de course, on n'a pas vu souvent le maillot de l'Intermarché. Et encore moins sur les sprints. Donc à partir de ce moment-là, il est tout seul. Bon, il peut y avoir parfois des miracles, mais ça reste quand même compliqué pour un coureur comme Garben Tyson. Donc oui, déception. Déception pour le Belge, mais qui a connu 3 semaines extrêmement compliquées, et ça a été un petit peu la croix à la bannière pour le Belge. Et puis je termine avec Corbin Strong. Ouais, au final, les bons résultats de la première semaine n'ont pas enchaîné en 3e semaine. C'est-à-dire qu'il a plutôt bien démarré ce Tour d'Italie, Corbin Strong, et puis là sur la fin ça a été plus compliqué. Pourtant je me disais, avec ce sprint, avec cette bosse dans le final, qui avait l'air qui était quand même costaud sur les images, peut-être plus costaud sur les images que sur les profils et les graphiques. Je me disais, Corbin Strong, ça peut être une belle opportunité pour lui, mais je pense qu'on a plutôt concentré du monde autour de Derek J. Voilà, je pense qu'on a plutôt essayé de protéger un maximum Derek J et de sa 4e place au général, et en même temps c'est un beau 4e. Et je crois qu'on n'a pas mis grand monde autour de Corbin Strong, et comme il l'avait dit en interview, si on m'emmène pas correctement, je suis pas capable de faire des sprints de qualité. Et c'est vrai que le jour où il a été bien emmené, il a fait un bon sprint, Corbin Strong, et il l'avait dit en interview, voilà, quand je ne suis pas bien emmené, c'est compliqué pour moi. Là aujourd'hui, il était un peu seul, Corbin Strong. Alors c'est compliqué de vous parler de l'approche de ce sprint, parce que certes il y avait des images d'hélicoptères, mais il y avait beaucoup de végétation. Donc on avait du mal
à repérer facilement les coureurs. En plus, la luminosité, on était quand même sur une luminosité de fin d'après-midi. La course est arrivée vers 19 h, donc c'était pas forcément facile de reconnaître toujours les coureurs. Mais c'est vrai que du côté de Corbin Strong, il y a une petite déception. Il faudra retenir ce qui a été bon en première semaine. Il y a eu vraiment des très bonnes choses en Albanie. Et voir pourquoi ça n'a pas aussi bien marché en troisième semaine. Surtout que Corbin Strong fait plutôt partie des sprinters qui passent très très bien. Enfin, c'est même presque plus un. Il a un peu un profil à la Douquet, hein, Corbin Strong, donc c'est un profil un peu particulier. Parce que c'est pas véritablement un pur sprinter. Mais c'est vrai qu'en troisième semaine, sur un sprint le dernier jour où tout le monde est un petit peu fatigué, on aurait pu s'attendre à un top 5 pour le coureur océanien, mais ça ne l'a pas fait. Donc dommage voilà, du côté de Corbin Strong, mais encore une fois, je pense qu'on a concentré les équipiers autour de Derek G. On regarde pour finir les différents classements. Comme ça sera fait. Hop là, c'était Garben Tyson. Je reprends les différents classements. Le classement de l'étape remporté par Olaf Koy devant Caden Groves. Moschetti 3 devant Mats Pedersen, Lamperti, Max Kanter qui prend encore des points pour la Astana. Baroncini Aola, Enrico Zamoncello du côté de la Bardiani et Lonardi qui finit à la 10e place devant Mozzato, Bennett, Tyson, Merkel et Van Duden. Voilà, du côté de la Picnic Post-NL, on n'a pas réussi à se trouver. Pas d'abandon pour cette dernière étape. C'est Alessandro Verret qui a fini dernier de cette journée. Du côté du classement général, Yates s'impose, donc pas de changement, même dans le top 30 du côté de cette étape, donc devant Del Toro. 3 minutes 56. Carapaz à 43, pardon. Dereggi finit 4e avec une marche quand même assez importante sur le 5e et assez distancé du 3e. Caruso 5, c'est la belle surprise quand même, Damiano Caruso 5e devant Pellizzari, Bernal, Rubio, McNulty, Storer. La lanterne rouge de cette édition, c'est Alexander Krieger qui finit à 6h22. Voilà, de ce Tour d'Italie du leader, donc quasiment plus d'une étape et demie de décalage pour Alexander Krieger, donc c'est assez impressionnant. Mats Pedersen, donc vainqueur du classement Cyclamens, qui rapporte 180 points, donc comme s'il avait remporté une étape. Olaf Koy 2 devant Wout van Aert, ça c'est une bonne nouvelle pour les Visma, dommage pour De Bont, qui n'a pas réussi à récupérer les points de la 3e place devant Del Toro, Caden Groves et Van Duden. Du côté du classement de la montagne, la bonne opération pour la XDS Astana avec Fortunato devant Scaroni et Prodhomme qui prend la 3e place devant Taozzi et Verona, donc qui marque également des gros points. Le maillot blanc remporté par Del Toro, là ça ne rapporte pas de points au classement UCI, devant Pellizzari, Matspool, Piganzoli et Tiberi. Le classement par équipe qui là aussi ne rapporte pas de points, alors ça c'est assez incompréhensible du côté du classement par équipe, et ça c'est la UAE devant la Bahreïn, la Visma, XDS Astana et la Tudor, première équipe française, c'est la Groupama, seulement 15e de ce classement, dernière équipe, la Alpecin de Koninck, mais pas vraiment de surprise car il n'y avait pas de leader pour le classement général du côté de cette formation. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Tour de Slovénie, Dauphiné, Tour de Suisse également du côté de ce beau mois de juin. Intense, court mais intense ce mois de juin. C'est toujours très dense, voilà. Allez, nous on se retrouve pour de nouvelles aventures. Ciao ciao, et puis n'hésitez pas à regarder les différents débriefs également du Tour d'Italie. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.